Bonjour à tous. Merci d'être venus. Moi, je suis ravie d'introduire cet atelier donc sur les enjeux du foncier industriel, sur les enjeux en fait d'ouverture d'un site industriel. Je ne vais faire qu'introduire, puisque c'est vraiment nos deux intervenants, Virginie Sachs, qui est cofondatrice du cabinet de conseil Companium, qui intervient beaucoup auprès de la BPI, notamment dans les accélérateurs, mais aussi auprès des entrepreneurs sur leur stratégie industrielle sur les territoires. Et puis Maxime Trèves, qui est fondateur de Batterie, donc une société qui fait la première étape de recyclage des batteries lithium-ion pour en faire la fameuse black mass, cette poudre noire qui est chargée des métaux stratégiques pour produire les batteries. Donc l'atelier aujourd'hui, on va se concentrer sur les enjeux d'ouverture d'un site industriel. Les enjeux, ils sont évidemment financiers. Voilà, on le sait, mais ils ne sont pas que financiers, ils sont aussi stratégiques en termes de positionnement territorial. Ils sont aussi très opérationnels. Et nous, à la BPI, vous le savez, on a un objectif cible annuel d'ouverture de 100 sites industriels par an. Donc on essaye de tenir ce cap, on le suit. Et donc on a mis en place depuis 3 ans un plan PME Start-up industriel avec un certain nombre d'outils pour accompagner les start-up, les PME industrielles dans la dotation d'un site industriel. Donc c'est des outils de financement, c'est aussi des outils d'investissement. Donc moi je suis directrice d'investissement dans un fonds qui a été créé il y a 1 an et demi, le fonds BPI France Amorçage Industriel, et qui a vocation à accompagner les start-up dans leur amorçage industriel, comme le nom l'indique bien. Et puis il y a aussi des outils d'accompagnement, et notamment via des prestations de conseil. Et je peux citer le diagnostic amorçage industriel, qui est un très bel outil pour des start-up notamment qui veulent initier leur localisation avec un site industriel. Donc, je vais laisser évidemment Maxime et Virginie nous parler à la fois pour Maxime, son retour d'expérience très opérationnel en tant que fondateur de Batterie. Il va vous raconter qu'il a l'objectif d'ouvrir un site l'année prochaine. Et puis Virginie complétera, analysera, nous donnera son analyse avec sa grande expérience auprès de multiples entrepreneurs. Merci Anne-Sophie et merci pour cette invitation à participer à Big. Moi, je suis le fondateur de la société Batterie, qui est à vocation industrielle et qui se concentre sur le recyclage de batteries lithium-ion ou de déchets de production de ces batteries. Et c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans et qui, donc, dit industriel, dit long. Donc c'est la première chose aussi, première recommandation, c'est qu'il faut être patient. Patient et résilient pour, sur ces 3 dernières années, préparer le terrain et être prêt à lancer notre premier site industriel dans les Hauts-de-France en Q1 2025 et qui sera le premier site qui pourra, en Europe de l'Est, accueillir plus de 30 000 tonnes de batteries lithium-ion pour effectuer les premières étapes de recyclage. Donc ça va consister à aller récupérer ces batteries, les démonter, les décharger et à travers un procédé mécanique, à les séparer et extraire les métaux stratégiques qui sont contenus dans ces batteries dans un but, c'est les revaloriser et les réinjecter dans une économie qui se veut de plus en plus circulaire. Donc on est la première chaîne, on est le premier maillon de la chaîne de circularité pour faire revenir cette matière dans de nouvelles batteries à l'avenir. Donc sur ces 3 dernières années, ça a été beaucoup un long plan pour se préparer le cahier des charges, anticiper tout ce qui pouvait se présenter à nous, les financements. On était accompagné par la BPI notamment. Trouver un foncier, se rapprocher des accords commerciaux, aller chercher tous les différents éléments qui pouvaient constituer la brique industrielle finale qui est en train de se constituer maintenant et qui est le lancement de ce site prévu en tout début d'année prochaine. Donc voilà, les enjeux pour moi, c'est principalement, et là je parle vraiment d'un point de vue opérationnel, ce à quoi j'étais confronté, c'est finalement comment arriver à anticiper le plus possible le type de difficultés auxquelles on peut être confronté et en tout cas les unes après les autres, aller tacler les challenges et essayer d'y répondre.
Je pense que quand on lance un site industriel, il y a deux approches. Il y a la manière très classique, quand on a un grand groupe, on va dérouler une stratégie, on a le temps, on va vraiment avoir une habitude et on va essayer de le faire. Et puis il y a une autre façon de faire qui est faire preuve un peu de créativité et d'innovation. Donc déjà l'innovation n'est donc pas que à travers la rupture technologique et les manières de faire. L'innovation peut se traduire aussi dans les méthodes et dans la manière dont on veut faire les choses. Et nous, on a essayé d'être le plus innovant possible parce qu'on avait deux grands enjeux qui étaient le temps, être le premier site industriel en Europe de l'Ouest avec un tel capacitaire, et l'argent. On était une start-up, donc on n'avait juste pas d'argent. Et donc, comment arriver, avec les contraintes les plus importantes que vous avez, à aller y répondre? Donc dans tous les dispositifs qu'on a été chercher, c'était où est-ce qu'on pouvait gagner du temps, où est-ce que ça allait coûter le moins cher. Et des exemples tout bêtes, on a été chercher, on a décidé très rapidement d'aller réindustrialiser. Moi, j'ai passé les 15 dernières années de ma vie dans l'industrie automobile, donc pour travailler pour un équipementier automobile un peu partout dans le monde. Donc j'ai ouvert notamment des sites. Et le premier élément qui a été, c'était OK, on va aller faire un brownfield, donc on va aller récupérer un bâtiment existant plutôt qu'aller construire un nouveau bâtiment. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire gagner beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le temps de construction, économiser beaucoup d'argent, même si ce sont des financements différents, ça prend beaucoup de bandes passantes pour aller trouver de l'argent pour financer un terrain industriel. Et donc on a été visiter plus de 40 buildings à travers la France pour identifier un site qui finalement sera à Arras dans les Hauts-de-France, et qui correspondait à 90% de notre cahier des charges. Donc c'est possible de trouver des sites existants, il existe beaucoup de choses, et il faut savoir appliquer la règle du 80-20. Tout n'y est pas bon à prendre, mais les choses peuvent s'améliorer. C'est le premier élément. Le deuxième, dans les analyses de créativité et d'innovation, c'est arriver à se mettre dans un bassin de l'emploi qui va être assez compétitif, parce qu'on est quand même dans les Hauts-de-France, donc on va avoir besoin de plus de 100 salariés sur notre site. Où est-ce qu'on va trouver ces salariés quand on sait qu'on est entouré de gigafactories qui vont produire des batteries, qui vont attirer beaucoup plus de monde, qu'on est entouré d'entreprises beaucoup plus anciennes et plus d'historiques et donc plus rassurantes pour pas mal de monde? Eh ben, c'est aller travailler le plus possible avec les élus locaux et toutes les organisations locales qui existent pour aller chercher des futurs salariés. Et là encore, on a fait preuve d'innovation puisqu'on discute maintenant comme anecdote marrante, ou plutôt originale, on est en train de travailler avec le maire qui va bénéficier dans sa commune d'une nouvelle prison, une prison de nouvelle génération pour les détenus courte peine, et donc un projet de réinsertion pour pouvoir arriver à les remettre sur le marché du travail le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est une source potentielle pour nous d'opérateurs qu'on va pouvoir former et intégrer sur notre site de production. Voilà les types d'éléments auxquels on peut penser. Je pense que tu en as plein d'autres. Oui, merci pour l'exemple opérationnel. Et je pense que le plus intéressant pour commencer ce sujet, c'est de rentrer vraiment dans l'opérationnel, parce qu'un site, c'est un outil de production que vous allez utiliser tous les jours. Donc Virginie Sachs, je dirige une société d'expertise sur la réindustrialisation et le lien au territoire, Companium. Je suis moi-même anciennement industrielle dans la métallurgie pour l'aéronautique, et puis j'ai dirigé un institut de formation pour des collectivités territoriales. Donc je vois les deux côtés, l'industrie et le territoire. Et pour moi, l'un ne se conçoit pas sans l'autre. Et ce qui est intéressant, avant de rebondir sur tes exemples, Maxime, c'est bien de se dire que les territoires, en matière industrielle, ont chacun leurs atouts. Et ils ne se valent pas tous pour votre activité. Donc, compte tenu de votre activité industrielle, un territoire, 2, 3 peut-être, sont les bons pour vous. Les autres ne vous correspondront pas nécessairement. Donc cette recherche d'un site, c'est avant tout la recherche d'un écosystème qui va porter votre industrialisation. C'est ça que vous êtes en train de chercher. Et ça me semble essentiel à bien saisir. D'ailleurs, on a aussi contribué, outre le fait d'être partenaire de BPI France sur les accélérateurs et les missions de conseil, on a contribué à une étude du Lab de BPI France sur l'industrie et le territoire, qui est sortie il y a quelques mois, avec un ensemble de cartes qui vous indiquent les atouts des territoires en matière foncière, en matière d'infrastructure, de compétences. Et je vous invite à regarder cette étude qui vous donne quelques premières connaissances sur les différences des territoires en matière industrielle. Et donc, sachant ça, sachant que les territoires ne sont pas tous
égaux en matière d'industrie, chacun a ses atouts, sachant que c'est un outil que vous allez utiliser tous les jours, un outil essentiel de votre industrialisation. C'est donc l'implantation, un projet absolument stratégique pour une entreprise industrielle, que ce soit une start-up, une PME en croissance, une ETI ou un grand groupe qui va mener ses stratégies territoriales. Tu as dit un maître mot, Maxime, qui est l'anticipation. C'est un projet stratégique qui peut prendre du temps et qui, dans tous les cas, se prépare très en amont. Et je pense que c'est important d'avoir cet élément en tête qui est structurant dans tout le parcours qu'on mène avec BPI France. En fait, très souvent, on voit des entreprises industrielles qui arrivent, alors, soit très en amont, et c'est très bien, avant même des levées de fonds ou des recherches de financement pour cadrer le projet, et je pense que c'est la meilleure chose à faire, soit qui arrivent carrément trop tard, et auquel cas on est dans l'urgence, et là on n'a plus de marge de manœuvre, et donc l'enjeu ça va être d'aller très vite. Donc l'anticipation, un maître mot, et la méthode. Un projet d'implantation, c'est un projet qui est complexe, avec de nombreux éléments que vous ne connaissez pas. Vous, en tant qu'entrepreneur industriel, connaître les territoires, c'est pas votre job. Donc il y a un ensemble de connaissances que vous n'avez pas, de très nombreux acteurs, c'est pour ça que je parle d'un projet complexe, à bien connaître, à bien cartographier. Donc on a besoin d'une méthode. C'est ce qu'on fait dans le cadre de nos accompagnements avec BPI France. Ce qu'on va commencer à faire dans cette méthode, c'est de bien clarifier ce que vous cherchez. Tu parlais de cahier des charges. C'est très important et intéressant de revenir sur ce terme parce que quand on parle de cahier des charges, on pense souvent immobilier. Je vais faire mon cahier des charges technique. Je veux un bâtiment de telle surface, je veux qu'il ait cette charge au sol. Bon, c'est très intéressant et je peux vous garantir que ces critères techniques, ils vont évoluer 100 fois dans le cadre de votre projet d'implantation. C'est important de les avoir, mais ça n'est absolument pas la majeure partie de votre cahier des charges. En fait, vos critères, ce sont des critères d'industrialisation et pas des critères immobiliers. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a besoin d'aller vite. On a besoin de financements qui soient accessibles, où on n'a pas trop d'argent. On a besoin de pouvoir recruter les bonnes compétences. Tout ça, c'est pas immobilier, en fait. C'est industriel. Donc, vous faites un cahier des charges d'industrialisation. Et à chaque fois qu'on intervient pour des entreprises dans le cadre des accélérateurs, en fait, ce cahier des charges, il est bien dans la tête des entrepreneurs, mais il n'est pas assez formalisé pour être compris de la part d'un territoire qui, a contrario, lui, n'est pas un industriel. Donc, lui, votre cahier des charges technique, il ne va pas nécessairement toujours le comprendre. Donc, c'est vraiment la première brique d'anticipation, d'avoir le bon outil. Et le bon outil, c'est le cahier des charges. Et le deuxième outil, qui est essentiel dans ces débuts de recherche pour gagner du temps, c'est de très bien présenter votre projet. Vous avez un pitch investisseur, toujours. Par contre, un pitch territorial, pas toujours. Vous ne vous adressez pas aux mêmes personnes. Et tu as peut-être rencontré cette expérience où vous êtes devant un acteur d'un territoire, un élu, un représentant des services de l'État, et il n'a pas nécessairement besoin d'avoir tous les éléments du pitch investisseur. Par contre, il a besoin de savoir ce que votre projet va amener au territoire pour pouvoir mieux vous aider et surtout avoir envie de vous aider. Donc, le premier élément d'anticipation, c'est quand même ces deux outils-là qui sont les premières briques de votre recherche. Pour illustrer ce que tu dis, je pense que je retrouve à peu près tout ce que je souhaiterais dire dans tes mots qui sont plus généraux, mais des exemples très concrets sur ce que tu mentionnes dans le cahier des charges. On avait un enjeu, nous, c'est que dans les batteries qui sont classées en déchets, on va se retrouver dans une catégorie environnementale qui est soumise à un régime d'autorisation. On a besoin d'une licence environnementale pour pouvoir exercer. Quand on a fait notre cahier des charges, on avait ça en tête, sachant qu'on allait devoir demander à l'État, au préfet, une autorisation, un arrêté préfectoral qui nous permet d'exercer notre activité. Bon, il se trouve qu'entre-temps, la réglementation a évolué. On s'est retrouvé en fait dans une situation qui est encore plus complexe parce qu'on a été classé Céveso seuil haut, qui est en fait le plus haut classement qui puisse exister en termes de licence environnementale. Et on ne s'attendait pas à être si haut. La réglementation a un peu évolué au cours du temps. Et heureusement qu'on avait quand même anticipé un bâtiment qui correspondait à pas mal de critères qui nous permettaient de gagner du temps pour démarrer plus rapidement. Et en termes de gain de temps, un exemple tout bête, c'est on avait cherché un bâtiment qui avait déjà, quand vous faites tout votre dossier qui s'appelle un DDAE pour avoir votre ICPE,
dans ce dossier, on vous demande des études faune-flore, on vous demande des études incendie, on vous demande d'avoir des bassins de rétention qui coûtent extrêmement cher à creuser dans le sol. On vous demande énormément de choses. Et en fait, il existe beaucoup de choses sur le territoire. Et quand on allait parler, dans les Hauts-de-France, on avait parlé beaucoup avec Nord France Invest, qui nous a mis en relation avec des agents immobiliers qui connaissaient exactement le type d'infrastructure qu'on cherchait. On a rapidement pu, bon, on en a visité quand même 40, mais trouver des sites qui nous permettaient de cocher des cases et de gagner du temps et de trouver notre mouton à 4 pattes et demi en disant bon, bah, la 5e patte, on va aller finir de la construire, mais en temps record, puisqu'on aura gagné déjà ça, ça et ça. Et puis dans le discours qu'on pouvait avoir, effectivement, alors, ce qui est très important, c'est la maîtrise du budget. Je pense que ça montre le sérieux auprès des investisseurs. Et systématiquement, si vos OPEX sont tenus avant même le lancement de votre site, c'est comme de nature à rassurer vos investisseurs. Même chose pour vos CAPEX. Il faut vraiment, vraiment bien les mesurer, prendre en compte anticiper tout ce qui pourra arriver. Mais ça, c'est le métier de l'industriel. Pour montrer le sérieux budgétaire, pour garantir la pérennité du site, éviter de vous retrouver dans une situation où vous n'aurez plus assez de cash pour vous lancer. Et puis après, aller présenter ce projet aux élus locaux et même plus que les élus, parce que ça va aussi à tous les habitants des communes alentours. Quand vous êtes un site Céveso seuil haut, vous devez aller expliquer qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi vous êtes dangereux pour l'environnement. Et là, vous faites peur à tout le monde. Donc, dans une enquête publique, les gens vont se dire mais attends, qu'est-ce qui va nous faire à côté de chez nous? Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Donc il y a vraiment un gros travail en amont d'aller parler avec tout le monde, avec les préfets, avec les maires des communes alentours, avec les entreprises qui sont autour de chez vous, parce qu'elles vont avoir peur que vous alliez chercher leurs salariés. Et tout ça sont des éléments qu'il faut anticiper. Et dans ce que tu prends, comme dans les 2 exemples que tu viens de prendre, qui est en fait tout à fait la suite de cette démarche, vous avez vos 2 outils. Qu'est-ce que vous allez faire pour cadrer votre projet d'implantation? Vous allez faire des scénarios. Eh bien, je ne sais pas ce que je vais trouver dans les territoires que je vais explorer. Peut-être que je vais trouver des terrains nus à construire, peut-être. Mais peut-être que pour mon site de 3000, 4000 m², peut-être que ce n'est pas nécessaire. Un scénario, c'est le site de plein pied qui est à construire. Le 2e scénario, c'est le site déjà construit, qui a un avantage, peut-être en termes de temps, peut-être en termes de coût, mais qui a d'autres contraintes. Un 3e scénario, qui se recoupe avec les 2 autres, ça va être que peut-être ce n'est pas un site, mais 2. Peut-être, c'est possible. Il nous est arrivé d'accompagner des entrepreneurs qui avaient en tête au départ un seul site de production et le siège au même endroit. Et finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On a gardé le siège à un endroit, on a créé un plus petit site et un 2e ailleurs parce que, en fait, cette réflexion foncière a amené une réflexion sur l'aspect multilocal de leur business model. Et donc, il y a différents scénarios. Ces scénarios-là, vous devez les clarifier pour vous, mais auprès des acteurs du territoire, c'est aussi très clair de se dire, je ne sais pas exactement ce que vous allez pouvoir me proposer, mais j'ai plusieurs scénarios. Et donc, dans votre pitch, dans votre cahier des charges, vous pouvez, en tout cas au départ, établir ces scénarios. C'est important pour guider votre recherche. Tu as dit un 2e élément qui est également, une fois qu'on a fini cette première étape, donc cahier des charges, pitch et scénario, de faire une cartographie des acteurs, parce que des acteurs, il y en a beaucoup. Et ça dépend du projet, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il y a 4 catégories d'acteurs sur les territoires. Il y a les acteurs institutionnels, qui relèvent des services de l'État, donc par exemple les sous-préfets. Il y a les acteurs politiques, qui sont par exemple les élus. Un sous-préfet n'a pas de mandat, un élu a un mandat, donc on les reconnaît au moins comme ça. Ils n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes objectifs. Il y a les acteurs économiques, les autres entreprises, tous les réseaux économiques. Et puis, il y a les acteurs citoyens. Et quand on est un site Céveso seuil haut, en effet, il va falloir s'en préoccuper très, très tôt. Et sur ces 4 catégories d'acteurs, vous avez donc un ensemble d'interlocuteurs. Le jeu, c'est d'identifier ceux qui sont les plus importants pour vous, pour votre projet. Il y a des acteurs fléchés, les sous-préfets, les agences de développement économique, les intercommunalités. Mais il y en a plein d'autres qui vont vous aider à gagner du temps, éviter des oppositions, éviter de tomber dans des choses-trappes administratives, voire accélérer les procédures de votre implantation. Donc, il faut les identifier. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre cahier des charges, votre pitch, vos scénarios, vos cartographies d'acteurs, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un, c'est-à-dire prendre en effet des premiers contacts avec la bonne séquence et faire évoluer votre projet en fonction des interactions que vous avez
avec les différents interlocuteurs. Donc, très généralement, au bout de 2-3 rendez-vous, ça arrive assez vite, on voit comment faire évoluer la présentation du projet pour qu'il soit mieux compris et qu'il soit beaucoup plus rapide. Et puis ensuite, les étapes qui suivent, eh bien, c'est d'affiner le modèle de financement. La plupart des acteurs que vous allez vous rencontrer sont aussi des financeurs. Et dans ce que tu dis, les élus locaux, les administrations et même les entreprises d'alentour ou les habitants alentours de là où on s'installe, si vous y prenez en avance, vous anticipez, vous allez leur parler en amont. Il y a un mot d'ordre que je peux retenir, en tout cas dans les Hauts-de-France, et là où on s'installe, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette région, c'est bienveillance. Ils sont tous extrêmement bienveillants, la porte est toujours ouverte, et j'ai trouvé que sur le territoire local, on a été extrêmement soutenus, et on ne comprenait pas forcément bien pourquoi au début, et maintenant on le comprend beaucoup mieux, parce que la vallée de la batterie en France, elle s'étend de Dunkerque en descendant vers Billy-Berclos et en allant à Douai. Donc ça, c'est les 3 grandes gigafactories qui vont générer beaucoup de business qui vont s'installer autour. Et nous, en nous allant nous installer un petit peu au sud à Arras, on a tiré la vallée de la batterie à peu près 40 km au sud de cette vallée qui était initialement prévue. Et ça, on ne l'avait pas imaginé comme ça au début, mais en fait, pour eux, ça a énormément d'impact. Et donc, ils nous ont beaucoup soutenus. L'enjeu financier dont tu parles, un autre exemple, comment maîtriser son budget. En allant chercher l'hypothèse d'un site qui était déjà existant, on a réussi à négocier un site plus d'1 an et demi avant de récupérer, enfin de la mise en service du bail, on va dire, avant le début du bail. On a réussi à donc sécuriser avec un acteur qui savait que son locataire allait sortir 1 an et demi après. Et donc, quand on a négocié le bail, on a signé 1 an et demi avant et on n'a toujours pas commencé à payer le loyer. On a récupéré le site, le bail a pris effet au mois d'août. L'usine doit démarrer en début d'année prochaine et on n'aura toujours pas payé 1 centime sur le loyer. Je peux vous garantir que sur un loyer de 15 000 m² dans les Hauts-de-France, ça fait beaucoup d'argent économisé. Et tout ça, ça montre un sérieux industriel qui, en fait, de l'argent peut être alloué à d'autres choses que vous n'aviez pas prévues. Et il y a beaucoup d'imprévus. Notamment, quand vous êtes une jeune start-up industrielle, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas d'historique, donc il faut donner beaucoup plus de garanties financières à votre bailleur, il faut donner des garanties financières à l'État parce que vous êtes sur un site classé Céveso seuil haut, vous devez donner des garanties financières à d'autres organismes de l'État pour arriver à faire des transactions transfrontalières. Bref, il y a des poches qui n'étaient pas prévues, qui consomment du cash, qui ne brûlent pas du cash, mais qui immobilisent du cash. Et ça, ces imprévus évoluent avec les réglementations quand vous êtes sur un marché qui est assez immature. Ça c'est plus difficile à gérer. Et d'où l'intérêt d'ailleurs d'anticiper vraiment très en amont le cadrage de ces projets d'implantation, parce que si vous le faites avant une levée de fonds, vous pouvez peut-être identifier des besoins de financement que vous n'aviez pas prévus parce que vous ne saviez pas. Mais que ces premiers échanges avec les interlocuteurs du territoire vous donnent ces premières infos. Je veux rebondir sur ce que tu dis sur la bienveillance et la qualité du dialogue que vous allez rencontrer sur les territoires. Et la transparence, en plus de bienveillance, ouais. C'est transparence. Si vous êtes transparent avec eux et avec vos investisseurs aussi, c'est-à-dire que si vous dites toujours tout ce qui se passe, on ne vous en voudra jamais, sauf si vous faites une erreur. C'est exactement mon point. C'est que cette bienveillance, en fait, elle se suscite par une posture. Il y a la méthode et puis ensuite, il y a la posture de l'industriel, sa transparence, sa responsabilité et la confiance qu'il va réussir à susciter. Donc on me demande souvent, est-ce qu'il faut que je dise vraiment que je vais consommer beaucoup d'eau ? Oui, il faut le dire. Si c'est vrai, il faut le dire. Est-ce qu'il faut vraiment que je dise que peut-être en termes de consommation énergétique, ça va être compliqué pour le territoire de m'apporter la puissance dont j'ai besoin ? Oui, il faut le dire. Ne trahissez pas des secrets de fabrication ou des secrets industriels, mais par contre, soyez le plus transparent possible. Et même quand vous n'êtes pas sûr du nombre d'emplois que vous allez créer, de la valeur ajoutée que vous créez, ça n'est pas grave. Dites-le, mais dites-le sincèrement. Intéressez-vous aussi à votre interlocuteur qui a un job que vous, a priori, que vous ne connaissez pas très bien. Et lui, d'ailleurs, non plus, ne vous connaît pas très bien. Et comment on le fait ? Eh bien, on fait un rapide diagnostic du territoire. C'est pour ça que je vous parlais des cartes tout à l'heure de l'étude du Lab de BPI France qui vous donne des éléments. C'est quoi les enjeux des territoires aujourd'hui ? Ce sont des enjeux d'accès aux ressources. Il n'y a plus beaucoup de foncier. Parfois, il y a des problèmes d'eau. Parfois, il y a des problématiques de puissance énergétique. Dans les Hauts-de-France,
dans la vallée de la batterie, c'est une vraie limite. Aujourd'hui, la vallée de la batterie refuse des projets, non pas pour des raisons foncières, mais parce qu'il n'y a plus assez de puissance électrique à Dunkerque avant 2028. On a eu cette problématique. Voilà. Ça nous coûte très cher, ça. Donc, le fait de... Ça, c'est un exemple. Voilà, les contraintes des territoires. Ils ont des contraintes en termes de bassin d'emploi, de compétences. Ils ont des contraintes financières. Ils ont des contraintes ou des enjeux en termes de qualité de vie locale. À partir du moment où vous intégrez leurs enjeux dans la présentation de votre projet, vous signifiez quoi? Je m'intéresse à vous, j'adapte mon discours en fonction de vos enjeux. Et donc, en retour, bien évidemment, adaptez-vous également à mes enjeux à moi. Donc, cette posture d'écoute, de transparence, elle est vraiment super importante et ça se voit dans les premiers rendez-vous que vous pouvez avoir. Ne mettez jamais, enfin, pour moi en tout cas, c'est une mauvaise pratique, même si vous négociez ouvertement des territoires en concurrence. Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, donc ne le faites pas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas négocier et que vous n'allez pas tenir ces différents éléments. Et pour finir de rebondir sur ce que tu as dit également, en effet, il y a un certain nombre d'écueils qu'on peut anticiper sur de l'administratif, sur du financement, indépendamment de si vous le faites avec BPI France, avec un bureau d'études ou un bureau d'ingénierie. Posez un maximum de questions à des experts ou des architectes qui font souvent, qui sont autour, qui sont dans votre écosystème, parce que vous avez vraiment besoin d'apprendre, de savoir ce que vous ne savez pas. Il faut aller voir le plus de conseils possible en amont, le S10, donc les pompiers, les bureaux d'études, les architectes. Choisissez bien votre convention collective. Au contraire, en prendre une qui est très claire et qui a été mise à jour très récemment, ça veut énormément vous aider si elle est très structurée. Et elle nous aide, nous on a la convention de la métallurgie. Elle peut faire peur à certains, mais elle a le mérite d'être extrêmement claire et d'expliquer comment sont régies les différentes règles. Et ça nous aide. Je pense qu'on va laisser un petit peu de temps aux questions. En tout cas, sachez que si vous êtes accéléré ou conseillé par BPI France, vous pouvez demander cet accompagnement de stratégie territoriale. Et il me semble qu'il apporte de la valeur, en tout cas dans des stratégies d'industrialisation, pour accélérer les process et puis gagner en sérénité quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est plutôt agréable. Donc appuyez-vous sur les retours d'expérience au maximum. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Grâce à Maxime et Virginie. Alors, je ne sais pas s'il y a une première question. Oui, il y en a. Bonjour, merci pour votre partage d'expérience très intéressant. Je travaille pour un autre acteur de la batterie Vallée dans les Hauts-de-France. Et ma question de ce fait est, quel retour d'expérience tirez-vous de votre concertation publique, de vos liens avec les élus et les habitants ? Alors, la concertation publique, ça je vous le dirai dans quelques semaines, parce qu'on est en plein dedans. Donc ça, on va attendre encore un petit peu. En revanche, avec les élus, un soutien inconditionnel dès le départ. On a eu le maire de Saint-Laurent-Blangy, extrêmement impliqué dans toute la communauté urbaine d'Arras, donc toutes les communes d'alentours. Nous a soutenus dès le départ, nous a donné accès au bon moment au préfet, au bon moment à notre député, au bon moment à l'ADEME, à bon moment à chaque interlocuteur. Il nous a énormément soutenus. Pour moi, les élus locaux vous permettent aussi de rassembler le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, et de discuter avec eux en amont. Ce sont des gens, en l'occurrence notre maire, il est là depuis 30 ans, donc les gens ont extrêmement confiance en ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il a développé la région de manière, la région, en tout cas sa commune, de manière absolument extraordinaire. Et donc, ils ont une grande confiance. Donc, il faut s'appuyer sur ces gens-là pour être votre porte-parole, leur apporter les éléments dont ils ont besoin pour apporter cette transparence. Et tout seuls, ils vont vous proposer d'organiser, de rassembler tous les maires des communes alentours qui seraient touchés par votre site, qui vont vous proposer de rencontrer les acteurs des entreprises alentours, de réunir, ils ont des réunions de travail auxquelles vous pouvez assister. Donc ça, c'est le type d'aide qu'on a reçu qui nous a beaucoup aidés. Et encore, rendez-vous dans 4-5 mois. Et pour rebondir sur le sujet de la concertation, là aussi, anticiper les relations avec les acteurs en amont de la concertation publique, comme tu l'évoques, c'est extrêmement important. Il nous est arrivé de voir des projets industriels pour lesquels les concertations se sont moyennement bien passées, qui en fait se sont dit, je vais cocher la case de la concertation ou de la CNDP, la Commission nationale du débat public,
en me disant qu'une fois que j'aurai coché la case, tout se passera bien, il n'y aura pas d'opposition. Non, mais si on n'a pas travaillé l'écosystème en amont, si on n'a pas écouté les élus qui eux-mêmes connaissent leurs administrés, donc les citoyens, ou d'autres acteurs du territoire, la concertation, elle peut ne pas suffire. Bien, merci pour cette question, cette réponse. On va pas avoir le temps d'en faire une deuxième. Vous avez un peu de temps éventuellement après à l'extérieur parce qu'on enchaîne directement. On vous remercie Merci. et on vous applaudit. Merci beaucoup.